Alors le numérique, on parle de techno, je pense qu'au final la techno c'est juste un outil, c'est un moyen. Ce qui est important c'est chacun d'entre nous là dans la salle. Et de ce point de vue-là, il y a souvent un débat dans la démocratie et on se dit il faut qu'elle soit représentative d'un côté. On va élire des représentants qui vont travailler pour nous, seront des experts. Et puis de l'autre côté, on commence à se poser la question de modalités de représentation de démocratie plus directe. Démocratie de l'opinion, qui veut quoi, etc., en temps réel quasiment, etc. Là, et ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, c'est que, et grâce au numérique, parce que ça permet de passer à l'échelle, c'est qu'on est en train de commencer, c'est encore préhistorique, hein, c'est le tout début, mais à comprendre quelles sont les voies intermédiaires qui sont possibles, que moi je nommerais plutôt des questions de démocratie délibérative. À l'appui de cette théorie, je prendrai l'exemple du grand débat national sur lequel on a travaillé l'année dernière avec Blue Neuve. Ça a été très intéressant de constater qu'en fait, pour jeter un pavé dans la mare, je crois qu'on est en train de terminer la période des sondages. En fait, pour moi, le sondage est mort. Le sondage, c'est considérer qu'on va poser une question aux gens en ayant anticipé ce qu'on voulait être la réponse qu'ils vont apporter. En gros, on considère que les gens vont s'intéresser à tel ou tel type de sujet, la santé, la sécurité, etc. Dans la vraie vie, c'est pas ce qui se passe. Dans la vraie vie, les gens ont envie de s'exprimer sur les sujets qui leur sont chers et dont on n'a pas forcément conscience. Le grand débat national sur les contributions libres, c'était 6 millions de contributions, donc c'était assez inédit. C'était un laboratoire avec des expérimentations assez intéressants. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ce qui était important de constater, c'était de passer d'une forme donc, de notoriété, de notoriété assistée à une notoriété spontanée. Qu'est-ce qui intéresse les gens ? Une forme de marché des idées qui émerge. Et dans ce marché des idées, ensuite, c'est de s'interroger sur comment est-ce qu'on y répond de manière proportionnée. Je donne un exemple. Dans cette analyse-là, on avait 3 types de sujets sur ce que disaient les gens. Il y a des sujets, en fait, ne sont pas traités. Par exemple, il n'y avait aucune idée qui était sur, je ne sais pas, on a parlé d'intelligence artificielle, sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Il n'y avait pas vraiment, le sujet n'a pas été réellement abordé. Il y a une autre catégorie, c'est ce que je nommerais être une préoccupation. Préoccupation, c'est j'ai un sentiment d'urgence. Quelque chose se passe, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse technique, mais en tout cas, je me dis qu'il y a quelque chose. Concrètement, dans le cas d'espèce, en février de l'année dernière, on aurait déjà pu anticiper le résultat des européennes en juin-juillet, puisque la préoccupation écologique était la plus majoritairement exprimée par tous. Et ce n'est pas majoritairement en termes de nombre, c'est en termes de consensus. Il y avait un consensus absolu. Ensuite, les gens pouvaient diverger sur des solutions, des autres idées, etc. Mais sur le fait que c'est une préoccupation maximale. Ça, c'était écrit dans ces 6 millions de contributions. Le troisième niveau, c'est le niveau de la solution technique. J'ai donc lu beaucoup de contributions. Je me souviens de l'une d'entre elles que je vais vous citer. C'est anonyme, et je crois que ça venait de, si j'ai bien compris, ce qu'on avait le code postal d'une petite ville à côté de Lyon. C'est une personne qui avait écrit 10 pages sur une question de comment est-ce qu'on pourrait répondre justement à des questions écologiques par l'usage de l'hydrogène. Ça m'a intéressé, ces 10 pages. Donc moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Je les ai transmis à des copains qui sont spécialistes, qui ont lu le papier en disant « Ah ouais, il y a vraiment quelque chose là ». Donc, si je reprends mes 3 niveaux, et si on se place justement dans ce que j'aimerais qualifier d'une forme de valse à 3 temps, justement novatrice, de discussion entre des experts sachants, des dirigeants responsables et en capacité d'arbitrer, et puis des citoyens et ou des collaborateurs dans une entreprise. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est justement de s'interroger et donner à chacune de ces parties prenantes sa juste place en fonction justement du sujet qui est abordé. Dans les 3 cas que je viens de vous dévoiler, sur le premier, il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre de la pédagogie. Le sujet n'est pas connu. Comment est-ce qu'éventuellement on peut en faire prendre conscience à tous parce qu'on considère qu'il est important, parce que certains ont eu le temps de s'y consacrer, de réfléchir et de considérer que c'était un sujet important. Il y a la deuxième qui est comment est-ce que je peux, en tant qu'expert pour le coup, trouver des solutions à ces préoccupations-là, le sujet écologique. Puis sur le troisième, c'est j'ai beau être expert sachant, peut-être qu'en fait je peux m'appuyer sur un certain nombre de collaborateurs et ou de citoyens, tout dépend dans quel cas on se situe, pour travailler sur ces questions-là et les faire avancer. Et ça, seul le numérique permet de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a océanisé l'ensemble des données des cahiers citoyens, etc., qu'on est capable de retraiter la donnée dans tous les sens pour faire émerger en un mois à peu près les catégories que je suis en train de vous présenter. Voilà. Sans le numérique, on n'aurait pas pu faire ça. Donc sans numérique, je pense qu'il n'y a pas de démocratie délibérative, et c'est la démocratie délibérative qui me semble être, on va dire, l'âge de la maturité de la démocratie.
Donc ça redonne en fait une nouvelle relation, c'est-à-dire que ça remet les citoyens dans un discours qui est différent, qui est un discours peut-être plus direct avec leurs interlocuteurs étatiques ou avec les différents acteurs économiques. Cette nouvelle répartition, et qui est ça aussi un pouvoir renouvelé pour le citoyen, est-ce que ça change quelque chose pour vous dans la pratique démocratique? Ah bah oui, parce que pour le coup, là j'ai envie de citer Spider-Man. Spider-Man, vous vous souvenez, il y a eu cette phrase à un moment, je pense, dans le film, où il dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde demande à corps et à cri le fait de pouvoir éventuellement être partie prenante d'une décision ou d'une aide à la décision ou une co-conception de loi, etc. Très bien, mais ça demande du travail. Donc là, l'arbitrage et le curseur qui est en train de se placer, c'est la bonne nouvelle également associée au numérique, c'est que je pense que plus que jamais auparavant, on peut faire le pari de l'intelligence de tous. Je pense que les crétins, et j'ai envie d'utiliser ce terme-là, qui parlent de Madame Michu, m'emmerdent profondément. Parce qu'en fait, au bout du compte, chacun a des choses à apporter. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus intéressant que on a, avec le numérique, une capacité de rendre accessibles des informations complexes. Toutes les questions de data vise, etc., qui d'ailleurs ont des impacts notamment en matière d'éducation. À partir du moment où justement on prend les gens pour ce qu'ils sont, à savoir des êtres adultes et intelligents, et que l'information, on peut la donner et la rendre accessible, y compris si elle est complexe initialement, la contrepartie demandée auprès de tous, c'est de se responsabiliser, de consacrer du temps. L'exemple que je voudrais apporter là, c'est une externalité positive induite du grand débat national, pour filer la métaphore, l'exemple que je prenais, qui n'était pas initialement prévu, qui est celle de la Convention citoyenne sur le climat. On est en train de retravailler sur les concepts qu'a développé Bruno Latour notamment, d'interdépendance, de conférence de consensus, etc. La Convention citoyenne pour le climat, interrogez, si vous avez l'occasion de les rencontrer, les 150 citoyens qui ont été sélectionnés, c'est compliqué, hein. Ils ont ces 7 week-ends de prendre du temps alors qu'on a d'autres choses à faire, ses enfants, son boulot, sa famille, etc., pour aller avoir le droit d'interroger un certain nombre d'experts, comprendre un peu ce qui se passe, et éventuellement ensuite être capable de proposer des solutions sans filtre, a dit notre cher et bien-aimé président de la République, qui seront passées au législatif. Il y a une responsabilité forte derrière, mais il y a un travail conséquent à fournir, parce que, bon voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui découlera de cette convention citoyenne? Je ne sais pas, ça dépend de 2 facteurs, c'est l'actualité là. Un, que effectivement ça soit soumis sans filtre à l'Assemblée, parce que sinon en fait c'est du consultatif, ça ne veut rien dire, et donc la promesse gouvernementale soit tenue. Et la deuxième facteur, c'est que ce qui est produit par les citoyens qui font appel à des experts, souvenez-vous de ma valse à 3 temps, produisent quelque chose qui soit pertinent par rapport à, et évidemment qui réponde à des critères de faisabilité par rapport à ce qui avait été initialement anticipé. Voilà, on va voir ce qui se passe. Merci, merci beaucoup. Donc ça donne justement une transition trouvée par rapport à la table ronde qui va suivre, qui est la responsabilité de tous, et justement donc la responsabilité du citoyen, mais peut-être plus généralement de l'État et des entreprises. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Merci beaucoup Antoine Brachet pour Merci à tous. votre intervention.